Quand on pense à Bouc-Bel-Air, on imagine tout de suite la carte postale provençale parfaite, baignée de soleil. Mais il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette image d'Épinal, il y a une histoire. Mais alors, une histoire incroyable de survie, de drame et de réinvention. Et c'est justement cette histoire qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour bien comprendre Bouc-Bel-Air, la première chose à faire, c'est de regarder où le village est planté. Le cœur historique, il est là, perché tout en haut d'un piton rocheux. C'est une véritable forteresse naturelle qui l'a protégé pendant des siècles. Imaginez la vue de là-haut. D'un côté la chaîne de l'Étoile, de l'autre la magnifique Sainte-Victoire. C'est un emplacement, absolument stratégique. Un vrai carrefour coincé entre les deux grandes rivales de toujours, Marseille et Aix-en-Provence. Et ça nous amène à la question qui est vraiment au cœur de notre sujet. Face à la modernité, à l'urbanisation qui grignote tout sur son passage, comment est-ce qu'un village aussi ancien, aussi chargé d'histoire, peut faire pour, non seulement survivre, mais carrément prospérer? C'est un défi immense, et c'est pourtant exactement ce que Bouc-Bel-Air a réussi à faire. Alors, pour comprendre comment la commune a réussi ce tour de force, il faut remonter le temps, plonger dans ses racines. Et croyez-moi, le passé de Bouc-Bel-Air, il est d'une richesse assez surprenante. Ce qui est absolument frappant quand on regarde cette chronologie, c'est la continuité. Le site a été habité quasiment sans interruption. C'est fou, non? On passe des chasseurs de la préhistoire aux tribus celto-ligures qui construisent une forteresse qui est ensuite détruite par les Romains, pour finalement renaître au Moyen-Âge avec le fameux Castrum Bucco. En fait, ce rocher, ça a toujours été un refuge et un point de contrôle essentiel. Ok, donc après des siècles de guerre, de fortification, le village va connaître une transformation, mais alors une transformation radicale. On passe d'un bastion purement militaire à un véritable écrin aristocratique. Et le grand tournant, il arrive en 1690. Là, Bouc change de statut. Ce n'est plus un simple fief, ça devient un marquisat. C'est un titre super prestigieux qui est accordé à la famille de Ségurant. Et ça fait basculer le village dans une toute autre dimension, une nouvelle ère, celle de l'aristocratie, du raffinement. Et regardez ça illustre parfaitement cette nouvelle identité. Ce blason, avec ce cerf d'or sur un fond bleu, ce sont les armoiries de la famille de Séguirant. La ville les a adoptées et c'est devenu le symbole durable de cet héritage noble. Mais l'histoire continue. Après les Ségurins, une autre famille très illustre arrive sur le devant de la scène, les d'Alberta. Et ce nom, il faut bien le retenir, parce qu'il va littéralement sculpter le paysage et l'âme de Bouc-Bel-Air. Tout ça, en grande partie, grâce à un homme en particulier, Jean-Baptiste d'Albertas. Et voilà l'héritage le plus spectaculaire des d'Alberta, leur vrai joyau. Alors attention, ils ont été créés bien avant Jean-Baptiste, mais c'est lui qui va les magnifier avec sa vision. Ces jardins, c'est un témoignage exceptionnel de l'art du XVIIe siècle. Imaginez, les bassins, les jets d'eau, les statues. C'est un de ces lieux où le temps semble s'être arrêté. Et le plus fou, c'est qu'il est toujours au cœur de la vie culturelle de la ville aujourd'hui. Mais Bouc-Bel-Air, ce n'est pas juste un beau décor. Non, c'est une véritable scène de théâtre où se sont jouées des histoires humaines, parfois poignantes, et de grands drames historiques. Et là, on plonge dans une histoire qui est carrément digne d'un roman. On a Casanova, le célèbre aventurier, qui vit une histoire d'amour passionnée pendant quelques mois avec une femme qu'il connaît seulement sous le nom d'Henriette. Elle est cultivée, mystérieuse, et visiblement, elle fuit quelque chose. Et là, c'est le coup de théâtre. Cette fameuse Henriette, ce n'est autre que Marianne d'Albertas, de la plus grande famille de Bouc. En fait, elle s'était enfuie de Provence pour échapper à un mariage forcé. Mais l'ironie du destin est juste incroyable. Des années plus tard, en 1763, Casanova est en voyage et, paf, une roue de son carrosse se brise. Où ça? Juste à côté de la maison des d'Albertas. On l'invite à patienter chez eux et il se retrouve face à Marianne. Sauf que elle est maintenant mariée, mère de famille, elle porte une voilette. Bref, il ne la reconnaît pas. Il repart sans avoir la moindre idée qu'il vient de croiser le grand amour de sa vie. C'est terrible, non? Bon, si l'histoire de Casanova est un drame intime, la grande histoire, elle, ne va pas tarder à frapper à la porte. On change complètement d'ambiance. Nous voilà en pleine Révolution française. La guerre civile est sur le point d'éclater, juste à côté, dans la plaine du Pine, entre des régiments royalistes et révolutionnaires. C'est la panique. Et là, le maire d'Aix, Jean Esparia, se jette entre les deux camps et lance ce cri du cœur. Son courage est tel qu'il désarme tout le monde et évite un massacre. Allez, on fait un bond en avant dans le temps. Après tous ces siècles d'histoire, Bouc-Bel-Air arrive au XXe siècle et va devoir faire face à son plus grand défi, de loin, une croissance démographique explosive. Pour bien mesurer le choc,
Partons de ce chiffre. En 1901, Bouc-Bel-Air, c'est quoi? C'est un petit village agricole, à peine 800 habitants. Une petite communauté rurale qui vit tranquillement au rythme des saisons. Et maintenant, attention, avance rapide jusqu'à nos jours. La population a été multipliée par presque 20. C'est une transformation absolument radicale. Imaginez la pression que ça met sur l'identité du village, sur ses paysages, sur tout en fait. Ce qui nous ramène à la question essentielle. Comment on gère une croissance pareille? Comment on évite de devenir une banlieue anonyme, de perdre cette âme si particulière qui a survécu à travers les siècles? Eh bien, la réponse de la commune a été un choix très clair, très réfléchi, celui de lier son futur, son développement, à la protection de son environnement. Et attention, ce ne sont pas juste de belles paroles en l'air. Non, cet engagement, il est concret, il est validé par des labels officiels. Et ces labels, ce ne sont pas de simples médailles à accrocher au mur. Ils prouvent qu'il y a une vraie politique derrière, une volonté active de protéger la biodiversité, d'embellir le cadre de vie et de s'assurer que la croissance respecte le patrimoine, qu'il soit naturel ou historique. Et le résultat, il est là, sous nos yeux. Bouc-Bel-Air est tout sauf un village-musée endormi. C'est une commune incroyablement vivante. Et la clé du succès, elle est là, évidente. Regardez où se passent beaucoup d'événements, comme le festival de jazz ou les journées des plantes, dans les jardins d'Albertas. Le patrimoine n'est pas juste un truc du passé qu'on regarde de loin. Non, il devient la scène, le cœur vibrant de la vie d'aujourd'hui. Finalement, l'histoire de Bouc-Bel-Air, elle va bien au-delà de ses propres frontières. C'est peut-être même un modèle, qui sait, une source d'inspiration. C'est la preuve qu'on peut grandir, se développer, sans se perdre en chemin. La preuve qu'on peut construire son avenir en l'enracinant très profondément dans la terre de son propre passé.